Bienvenue dans la Cité des Anges, où une fête d'Halloween à l'Université de Californie du Sud a tourné au cauchemar lorsque Brandon Spencer, 21 ans, a tiré une rafale de balles, blessant 4 personnes. Cet horrible incident, dans lequel le défendeur a été inculpé de 4 chefs d'accusation de tentative de meurtre, qui a eu lieu le 31 octobre 2012, a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et soulevé des questions sur la sécurité dans les campus universitaires. Dans cette procédure judiciaire, nous nous penchons sur les détails effrayants de la fusillade et de ses conséquences, en explorant les motivations des actions de Spencer et l'impact qu'elles ont eu sur les victimes et leurs familles. Brandon Spencer, un jeune homme de 21 ans au passé trouble, n'est pas étranger aux rues de Los Angeles. Né et élevé dans un quartier en proie à la violence des gangs, Spencer s'est retrouvé très jeune dans un monde de criminalité et de danger. Au fur et à mesure que nous creusons son histoire, un schéma inquiétant commence à émerger. Tout a commencé au début des années 2000, lorsque Spencer a rejoint un gang notoire, connu sous le nom de Southside Bloods. Basé dans le sud de Los Angeles, ce gang était impliqué dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue et les actes de violence. Spencer a rapidement gravi les échelons et s'est forgé une réputation de membre reconnu et documenté du gang. Les Southside Bloods sont une source de préoccupation majeure pour les forces de l'ordre de la région. Leur implication dans des fusillades et des crimes liés à la drogue a provoqué une vague de peur et d'agitation dans la communauté. Brandon Spencer, un membre connu des Southside Bloods, a été associé à plusieurs incidents violents dans le passé. Son nom est devenu synonyme de danger et de chaos. Mais c'est une amère querelle entre Spencer et un membre d'un gang rival qui a finalement mis le feu aux poudres lors de cette fatidique nuit d'Halloween. Les détails de cette querelle sont entourés de secrets, mais des sources proches de l'enquête suggèrent que c'est un conflit d'ego et des disputes territoriales qui ont alimenté l'animosité entre les deux. C'était comme une bombe à retardement. On pouvait sentir la tension monter entre Brandon et les membres des Crips. Ce n'était qu'une question de temps avant que les choses ne dégénèrent. À l'approche de la saison d'Halloween, les tensions ont atteint un point d'ébullition. Le campus de l'USC, connu pour sa vie étudiante dynamique, était en pleine effervescence à l'approche de la fête annuelle d'Halloween organisée par l'Assemblée des étudiants noirs. Personne ne se doutait que cette nuit de fête se transformerait bientôt en cauchemar. La fête d'Halloween de l'USC devait être une nuit d'amusement et de camaraderie, mais elle a rapidement sombré dans le chaos lorsque des coups de feu ont éclaté à l'extérieur de la salle. Des témoins oculaires décrivent une scène de panique et de confusion, les fêtards se dispersant dans toutes les directions, cherchant désespérément à se mettre à l'abri. Alors que la fête d'Halloween à l'USC battait son plein, l'atmosphère était électrique avec des rires, de la musique et l'énergie vibrante de la foule. Mais au milieu des réjouissances, un nuage sombre se profile, prêt à déchaîner le chaos et le désespoir. Brandon Spencer, armé d'une arme à feu, s'est dirigé vers le lieu de la fête. Les témoins oculaires se souviennent du calme effrayant qui régnait dans son comportement, alors qu'il s'approchait de l'entrée. À l'insu des fêtards qui ne se doutaient de rien, un danger les guettait juste à l'extérieur. Sans crier gare, Spencer a ouvert le feu, envoyant une pluie de balles sur la foule. Le bruit des coups de feu a brisé la nuit et les cris ont envahi l'air, tandis que les fêtards cherchaient désespérément à se mettre à l'abri. La scène à l'extérieur de la fête d'Halloween de l'USC a rapidement tourné au cauchemar lorsque des coups de feu ont éclaté, faisant de nombreux blessés. Les témoins oculaires décrivent une scène de terreur pure, les gens courant pour sauver leur vie, se piétinant les uns les autres dans leur tentative désespérée d'échapper à la fusillade. Au milieu du chaos, 4 personnes innocentes ont été touchées par les balles, leur vie ayant été bouleversée à jamais par cet acte de violence insensé. Pendant ce temps, les forces de l'ordre et les services d'urgence sont rapidement arrivés sur les lieux, leurs sirènes perçant la nuit alors qu'ils s'efforçaient sans relâche de maîtriser la situation. La police est arrivée quelques minutes après la fusillade et a immédiatement bouclé la zone. Brandon Spencer, l'auteur de cet acte odieux, a été appréhendé sur les lieux par les forces de l'ordre. Son arrestation a marqué le début d'une procédure judiciaire longue et ardue qui allait déterminer son sort. Brandon Spencer, le tireur présumé, a été placé en garde à vue sans incident. Il doit maintenant répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont celui de tentative de meurtre. La communauté de l'USC est sous le choc et en deuil, alors qu'elle doit faire face à l'impact dévastateur de cette tragédie. Lorsque la poussière est retombée après la fusillade de la fête d'Halloween, le système judiciaire s'est mis en branle. Brandon Spencer, l'homme responsable de cet acte de violence insensé, s'est retrouvé face aux conséquences de ses actes devant un tribunal. Brandon Spencer, inculpé de plusieurs chefs d'accusation de tentative de meurtre, a été jugé pour son rôle dans la fusillade de la fête d'Halloween de l'USC. La tension régnait dans la salle d'audience tandis que l'accusation présentait son dossier, brossant le tableau d'un acte de violence calculé et prémédité. Tout au long du procès, les procureurs ont soutenu que la fusillade était le résultat d'une querelle entre Spencer et un membre d'un gang rival. Ils ont présenté des preuves de l'appartenance de Spencer à un gang et de ses antécédents de violence, dressant ainsi un portrait accablant de l'accusé. De l'autre côté, l'équipe de défense de Spencer a cherché à humaniser son client.
en soulignant son éducation difficile et l'influence de son environnement. Ils ont plaidé pour la clémence, affirmant que Spencer méritait une seconde chance dans la vie. Spencer a également eu l'occasion de s'adresser à la cour, plaidant qu'il n'était pas une mauvaise personne, mais une personne qui a commis des erreurs. Après des semaines de témoignages et de délibérations, le jury a rendu son verdict. Brandon Spencer a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation de tentative de meurtre, ce qui a scellé son destin. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 40 ans à la perpétuité. La salle d'audience a été envahie par l'émotion à l'énoncé du verdict, les victimes et leurs familles trouvant un certain réconfort dans la justice rendue. Lorsque le juge a annoncé la peine prononcée à l'encontre de Spencer, l'émotion était à son comble. Spencer, qui avait plaidé la clémence, a réagi avec colère à la sentence, en s'effondrant complètement et en se frappant la tête à plusieurs reprises sur la table de la défense. C'était une scène choquante. L'explosion de Brandon Spencer a montré la profondeur de sa colère et de sa frustration. Il était clair qu'il n'était pas prêt à faire face aux conséquences de ses actes. L'impact de la fusillade de la fête d'Halloween s'est étendu bien au-delà de la salle d'audience. Les victimes et leurs familles ont dû recoller les morceaux de leur vie brisée, marqués à jamais par les événements de cette nuit-là. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Les blessures physiques et émotionnelles infligées à notre proche nous rappellent constamment la douleur causée par cet acte de violence insensé. La communauté de l'USC a, elle aussi, été profondément touchée par cette tragédie. La fusillade a incité l'université à mettre en œuvre des mesures de sécurité plus strictes, exigeant que tous les visiteurs s'enregistrent avant d'entrer sur le campus entre 21h et 6h du matin. À la suite de la fusillade de la fête d'Halloween, l'USC a pris des mesures pour renforcer la sécurité sur le campus, notamment en augmentant le personnel de sécurité et en améliorant les systèmes de surveillance. La fusillade a servi de signal d'alarme pour l'université, l'incitant à réévaluer ses protocoles de sécurité et à renouveler son engagement à protéger ses étudiants et son personnel. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une histoire glaçante qui a secoué la ville tranquille d'Ann Arbor, dans le Michigan. Cette histoire vous glacera le sang et vous interrogera sur la profondeur de la dépravation humaine. Dans cette vidéo, nous découvrons l'affaire troublante de Donta Wright, un lycéen qui a non seulement commis un meurtre odieux, mais qui a également choqué la salle d'audience par son sourire effrayant lors de son procès. Outre le meurtre au second degré, il a également été inculpé de vol à main armée, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un vol à main armée et de possession d'armes à feu. Dans la paisible ville d'Ann Arbor, dans le Michigan, la vie semble idyllique pour les habitants. Mais sous la surface de cette communauté sereine, un complot sombre et sinistre se préparait. Tout a commencé un jour fatidique d'octobre 2016, lorsque Jordan Klee, 18 ans, élève de terminale à la Pioneer High School, a connu une fin tragique et prématurée. Jordan Klee était un jeune homme dynamique, plein de rêves et d'aspirations. Il était connu pour son amour du sport, son rire contagieux et sa gentillesse. Mais il était loin de se douter que sa vie serait interrompue par un acte de violence insensé. C'est là qu'entre en scène Donta Wright, un élève de 17 ans qui deviendra l'auteur de ce crime odieux. Avec ses complices, Jermarius Ellison et Delreno Gressey, Wright a élaboré un plan pour voler des substances contrôlées, des vêtements et des chaussures à Jordan Klee. Ce qui n'était au départ qu'un simple vol s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus sinistre. En ce jour fatidique, alors que le soleil commençait à se coucher, la vie de Jordan Klee a pris un tournant tragique. Son corps a été découvert sur un sentier près de la coopérative du village de Pine Lake, provoquant une onde de choc au sein de cette communauté très unie. Les détails du meurtre sont effroyables et laissent les enquêteurs et les habitants incrédules. Au fur et à mesure de l'enquête, la véritable ampleur de l'horreur est apparue. Donta Wright, dans un moment de violence froide, avait ôté la vie à Jordan Klee. Le motif de cet acte insensé n'est toujours pas clair, mais l'impact qu'il a eu sur la communauté est indéniable. La nouvelle du meurtre de Jordan Klee s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant les amis, la famille et les camarades de classe dans un état de choc et de chagrin. La perte d'un jeune homme aussi prometteur a provoqué une vague de tristesse dans les couloirs du lycée Pioneer et au-delà. Personne ne se doutait que le procès visant à rendre justice pour le meurtre de Jordan Klee révélerait une facette effrayante de Donta Wright. Au fur et à mesure que le drame se déroulait dans la salle d'audience, le comportement de Wright a choqué toutes les personnes présentes. Au lieu de montrer des remords ou de la culpabilité, il arborait un sourire troublant, apparemment insensible à la douleur et à la souffrance qu'il avait causée. Ce sourire glaçant allait devenir le symbole obsédant de la noirceur qui résidait en Donta Wright. Il allait tester les limites de la justice et remettre en question le tissu même de notre compréhension de la nature humaine. Au début du procès, pour le meurtre de Jordan Klee, une tension palpable règne dans la salle d'audience. Tous les regards sont tournés vers Donta Wright, le jeune homme accusé de ce crime odieux. Mais ce qui choque le plus, c'est son sourire troublant. Un sourire qui semble se moquer de la douleur et de la souffrance de la famille de la victime. Le juge David S. Swartz, qui présidait le procès, a été surpris par l'absence de remords de M. Wright. Le juge n'arrivait pas à comprendre comment quelqu'un pouvait rester assis, souriant, alors qu'une mère en deuil pleurait son enfant.
Déterminé à remédier à ce comportement inquiétant, le juge Swartz a pris une décision audacieuse. Dans un moment qui restera gravé dans la mémoire de toutes les personnes présentes, le juge Swartz a donné au procureur le temps de reconsidérer leur accord sur le plaidoyer et la peine. Il a exprimé sa tentation de rejeter complètement l'accord, déclarant que si Wright était reconnu coupable de meurtre, il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Les paroles du juge ont pesé lourd dans l'air, comme un avertissement à Wright que ses actes ne resteraient pas impunis. La famille de la victime, déjà dévastée par sa perte, a été encore plus traumatisée par l'attitude insensible de Wright. La mère de Jordan Klee, Karen Klee, a courageusement fait face à l'homme qui avait pris la vie de son fils. Dans sa déclaration de victime, elle a fait part de la douleur et du chagrin qu'elle a éprouvé, racontant les rêves et les célébrations qui n'auraient jamais lieu. Ces paroles sont un rappel poignant des dommages irréparables causés par les actes de Wright. Lorsque Wright a finalement eu l'occasion de s'adresser au tribunal, il n'a manifesté aucun remords. Au lieu de cela, il a simplement exprimé son désir de voir son plaidoyer et son accord de peine accepté afin de pouvoir rentrer chez lui rapidement. Ces paroles étaient dénuées de toute empathie ou compréhension de la gravité de ses actes. Il a même mentionné « Rest in peace ». Keon, faisant apparemment référence à un autre meurtre par balle lié à un gang, est survenu dans son passé. Le procureur adjoint du comté de Washtenaw, John Vella, surpris par l'absence de remords de Wright, a demandé du temps pour consulter la famille Klee. La décision de rejeter l'accord de plaidoyer et de procéder à un procès pesait lourdement sur leurs épaules. Après une longue pause, M. Vella a annoncé que la famille souhaitait que M. Wright soit condamné dans le cadre de l'accord, dans l'espoir de trouver un semblant d'apaisement et peut-être même de pardon. L'avocat de la défense de Wright, David Goldstein, a tenté d'expliquer le comportement de son client. Il a attribué les sourires de Wright à la peur, à son jeune âge et à des problèmes de comportement. M. Goldstein a fait valoir que la capacité de M. Wright à exprimer des remords pouvait être entravée par ces facteurs. Cependant, le juge Swartz est resté sceptique, exprimant son inquiétude quant au niveau de remords de Wright et à la sincérité de ses sourires. Le juge Swartz a finalement rendu son verdict. Wright a été condamné à une peine de 23 à 50 ans de prison pour vol à main armée, association de malfaiteurs en vue de commettre un vol à main armée et meurtre au second degré. 2 années supplémentaires ont été ajoutées pour l'accusation d'utilisation d'une arme à feu à des fins criminelles. L'accord sur le plaidoyer a permis d'écarter les accusations de meurtre ouvert, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un vol à main armée et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un vol à main armée. En outre, Wright ne sera pas inculpé pour un autre meurtre par balle lié à un gang. La procédure judiciaire a révélé une facette inquiétante de Donta Wright, une facette qui a laissé la communauté en état de choc et d'incrédulité. Son absence de remords et son audace à sourire face à la justice ont donné des frissons à ceux qui en ont été témoins. Le procès était loin d'être terminé, et la question de la véritable nature et des motivations de Wright restait sans réponse. Au fur et à mesure que le procès se poursuivait, la salle d'audience s'est transformée en un champ de bataille de preuves et d'arguments juridiques. L'accusation a cherché à prouver la culpabilité de Donta Wright au-delà de tout doute raisonnable, tandis que la défense s'est battue pour jeter le doute sur les allégations et présenter une autre version des faits. Le procureur adjoint du comté de Washtenaw, John Vella, a présenté un dossier convaincant contre Wright. Il a affirmé que Wright n'était pas seulement impliqué dans le meurtre de Jordan Klee, mais qu'il avait également des liens présumés avec le gang Finesse dans la région d'Ypsilanti. Vella a cité une lettre manuscrite trouvée en possession de Wright, qui faisait référence aux activités du gang. Bien que le gang soit désigné sous le nom de Finesse Tang dans la lettre, Vella a estimé qu'il s'agissait d'une indication claire de l'implication de Wright. La lettre, qui comprenait un rap faisant référence à des décès survenus dans des gangs et désignant des cibles potentielles, était un élément de preuve qui donnait froid dans le dos. Vella a fait valoir qu'elle démontrait les liens de Wright avec le gang et son potentiel de violence. Cependant, Wright a nié avec véhémence toute implication, affirmant qu'il n'avait pas écrit le rap et que les raps ne sont pas toujours basés sur des événements réels. David Goldstein, l'avocat de la défense de Wright, s'est opposé aux affirmations de l'accusation. Il a affirmé que les liens présumés de Wright avec le gang n'étaient pas fondés et que la lettre ne prouvait pas l'implication de son client. Goldstein a suggéré que les sourires affichés par Wright pendant le procès étaient le résultat de la peur, de son jeune âge et de ses problèmes de comportement. Il a souligné que Wright pourrait avoir du mal à exprimer des remords de la même manière que d'autres accusés en raison de ces facteurs. Le juge Swartz a soigneusement examiné les arguments des deux parties et les preuves présentées. Dans sa décision finale, il a reconnu les préoccupations concernant le degré de remords de Wright. Il a finalement condamné Wright à une peine de 23 à 50 ans de prison pour vol à main armée, conspiration en vue de commettre un vol à main armée et meurtre au second degré. En outre, Wright a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour une accusation d'infraction à la législation sur les armes à feu.
Dans le paisible tribunal du comté de Cole, une histoire sombre et troublante s'est déroulée, hantant à jamais les mémoires de ses résidents. Au centre de cette histoire glaçante se trouvait Alyssa Bustamante, une jeune fille de 15 ans apparemment ordinaire, mais au passé trouble. Mais derrière sa façade innocente se cachaient des ténèbres qui allaient finalement conduire à un crime horrible. Elle a été inculpée de meurtre au second degré et d'actions criminelles armées pour le meurtre de son voisin de 9 ans. L'enfance d'Alyssa est loin d'être idyllique. Élevée par ses grands-parents, elle a été protégée de la vie tumultueuse de ses parents. Sa mère, Michelle Bustamante, a lutté contre la toxicomanie et l'alcoolisme, ce qui l'a conduite à un cycle d'accusations criminelles et de séjours en prison. Pendant ce temps, son père, César Bustamante, purgeait une peine de prison pour agression. C'est dans cet environnement chaotique qu'Alyssa et ses 3 jeunes frères et sœurs se sont retrouvés. En quête de stabilité et d'un nouveau départ, les grands-parents d'Alyssa ont obtenu la garde légale des enfants et les ont emmenés de Californie dans une propriété rurale à St. C'est là que les grands-parents d'Alyssa espéraient leur offrir un environnement sûr et épanouissant, loin des problèmes de leurs parents. Malgré les déboires de ses parents, Alyssa semblait être une adolescente normale. Elle excellait à l'école, obtenant des A et des B, et participait même à diverses activités de jeunesse à l'église locale de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ses amis la décrivaient comme douce et étonnante, ignorant les ténèbres qui se cachaient en elle. Cependant, sous l'apparence apparemment normale d'Alyssa, une âme troublée luttait pour trouver le réconfort. En 2007, à l'âge de 13 ans, Alyssa a tenté de mettre fin à ses jours. Elle a passé 10 jours dans un hôpital psychiatrique à Saint-Martin, où on lui a prescrit des antidépresseurs pour l'aider à gérer ses troubles émotionnels. Mais même avec des médicaments, les démons intérieurs d'Alyssa ont persisté. L'automutilation d'Alyssa est devenue un schéma inquiétant, un appel à l'aide qui est passé inaperçu aux yeux de son entourage. Bien que ses amis aient vu des aperçus de sa douleur, ils ne pouvaient pas comprendre les profondeurs de l'obscurité qui la consumait. C'est sur Internet que la vraie nature d'Alyssa a commencé à émerger. Derrière l'écran, elle s'est débarrassée de sa façade innocente pour adopter un personnage beaucoup plus sombre. Son fil Twitter est devenu une plateforme pour exprimer son mépris de l'autorité, avec des messages tels que « les mauvaises décisions font les bonnes histoires ». Sur YouTube et MySpace, elle a indiqué que ses passe-temps étaient de tuer des gens et de faire du découpage. Cet alter ego virtuel préfigurait l'acte inimaginable qu'elle allait commettre. Dans une vidéo YouTube qui fait froid dans le dos, Alyssa tente d'inciter ses jeunes frères à toucher une clôture électrifiée, ce qui témoigne de sa fascination pour le danger et la violence. C'était un aperçu de l'esprit tordu d'une adolescente perturbée, un esprit qui allait bientôt déchaîner des horreurs indicibles sur une communauté qui ne se doutait de rien. Le quartier paisible de Saint-Martins est sur le point d'être bouleversé par un acte de violence inimaginable. Par une nuit fatidique, les fantasmes sombres d'Alyssa Bustamante allaient devenir une horrible réalité, changeant à jamais la vie des personnes impliquées. À 4 maisons de la famille Bustamante vivait Elizabeth Holten, 9 ans, une enfant brillante et innocente qui jouait souvent avec Alyssa et ses frères et sœurs. Cette nuit-là, la mère d'Elizabeth, Patricia Price, a autorisé sa fille à aller jouer chez Alyssa sans se douter du danger qui l'attendait. C'est vers 17h qu'Elizabeth se rend chez Alyssa, disant au revoir à sa mère avec un sourire. Patricia était loin de se douter que c'était la dernière fois qu'elle voyait sa fille vivante. Au fur et à mesure que la soirée avançait et qu'Elizabeth ne rentrait pas à la maison, l'inquiétude de Patricia grandissait. À 18h, elle sait que quelque chose ne va pas du tout. Prise de panique, elle fouille le quartier, espérant désespérément retrouver sa fille saine et sauve. Le lendemain de la disparition d'Elizabeth, le FBI a été impliqué dans l'affaire. Alyssa Bustamante a été interrogée et son journal intime a été saisi comme preuve potentielle. Les autorités ont découvert un trou peu profond derrière la maison d'Alyssa, ressemblant à une tombe. Interrogée, Alyssa a prétendu qu'elle aimait simplement creuser des trous, mais les soupçons n'ont cessé de croître. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, une autre découverte effrayante a été faite. Cachée sous une couche de feuilles, une deuxième tombe peu profonde a été mise au jour derrière la maison des Bustamante. À l'intérieur de cette tombe gisait le corps sans vie d'Elizabeth Holten, dont l'innocence a été volée par les mains d'un adolescent perturbé. L'étendue réelle de la noirceur d'Alyssa a été révélée par son journal intime, témoignage glaçant de son état d'esprit perturbé. Bien qu'elle ait tenté de dissimuler ses mots en effaçant l'encre, les enquêteurs ont pu dévoiler l'écriture originale. Dans un passage choquant, Alyssa décrit l'euphorie qu'elle a ressentie après avoir tué Elizabeth, se délectant de l'acte de strangulation, de l'égorgement et des coups de couteau. L'entrée du journal dépeint un esprit dérangé, dépourvu d'empathie ou de remords. Au tribunal, Alyssa Bustamante a avoué le meurtre d'Elizabeth Holten. Elle a admis avoir étranglé la jeune fille, lui avoir tranché la gorge et l'avoir poignardée à la poitrine. Un mélange d'horreur et d'incrédulité s'est emparé de la salle d'audience lorsque les détails du crime ont été révélés à tous. Lorsqu'elle a été interrogée au cours du procès, elle a affiché le visage de quelqu'un de stoïque et de froid.
Les avocats de la défense d'Alyssa ont fait valoir que son enfance perturbée devait être prise en compte, dans l'espoir d'obtenir une peine plus clémente. Ils ont brossé le tableau d'une jeune fille qui avait été abandonnée par le système, victime de ces circonstances. Cependant, le juge a décidé qu'Alyssa serait jugée en tant qu'adulte et qu'elle devrait faire face à toutes les conséquences de ses actes. Quelques semaines avant son procès pour meurtre au premier degré, Alyssa a pris une décision choquante. Afin d'éviter la peine de mort, elle a accepté de plaider coupable d'un meurtre au second degré, un chef d'accusation moins grave. L'accord est assorti d'une peine de 30 ans de prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle. Patricia Price, la mère endeuillée d'Elizabeth, a estimé que la peine initiale était trop légère pour le crime odieux commis par Alyssa. Au tribunal, elle a exprimé avec passion sa haine pour Alyssa, la qualifiant de monstre. Patricia a cherché à obtenir justice pour sa fille, en intentant un procès pour mort injustifié contre Alyssa, la tenant pour responsable de la perte qu'elle avait subie. Alors que la communauté de St. Martin s'est confrontée aux conséquences de ce crime horrible, une question demeure. Qu'est-ce qui a poussé Alyssa Bustamante, une adolescente apparemment ordinaire, à commettre un acte aussi brutal? Le procès est peut-être arrivé à son terme, mais l'impact de l'acte odieux d'Alyssa Bustamante a continué à se répercuter sur la communauté de St. Martins. Les suites du procès ont laissé une trace de dévastation et de questions sans réponse, laissant la famille de la victime et la ville aux prises avec le poids de la tragédie. Le procès pour mort injustifié a finalement abouti à un règlement, Alyssa Bustamante étant tenue pour responsable de la perte d'Elizabeth Holten. Patricia Price a reçu 5 millions de dollars de dommages et intérêts, une petite mesure de justice pour la douleur inimaginable qu'elle a endurée. Aujourd'hui, Alyssa Bustamante est toujours incarcérée dans l'administration pénitentiaire du Missouri. Sa vie a été bouleversée à jamais par ses propres actions. Elle purge sa peine, rappelant constamment la noirceur qui peut habiter même les individus les plus ordinaires en apparence. La communauté de Saint-Martin a été bouleversée par les événements qui se sont déroulés. Les voisins, qui se sentaient autrefois en sécurité, sont désormais confrontés à un sentiment de malaise et de méfiance. La tragédie a changé à jamais leur perception du monde qu'ils connaissaient. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salle d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.